Pour changer, c'est Otaku Satako Sia, The Chosen One, Legend of the Raven. Au secours. Minasan konnichiwa perfectium des. Si les super-héroïnes ont plutôt bien marché à la télévision avec des séries cultes comme Super Gemmy, Wonder Woman ou Electra Woman and Dyna Girl, inconnues en France mais cultes outre-Atlantique, elles avaient beaucoup moins de chance sur grand écran. Et même si aujourd'hui on a eu les succès de Captain Marvel et de Wonder Woman, pendant longtemps, leurs films étaient les parents pauvres des super-héros au cinéma, Catwoman étant généralement considérée comme le pire. Et pourtant, il ne l'était pas, parce que les films sortis en salle n'étaient que la partie visible de l'iceberg. Et il y avait aussi les direct-to-vidéo. Et parmi ceux-là, il y eut The Chosen One, Legend of the Raven. Pourtant, sur le papier, le film ne s'annonçait pas forcément comme une catastrophe. Il se voulait une version féminine de The Crow, de manière assez transparente d'ailleurs, puisque Raven et Crow veulent tous les deux dire corbeau. Produite par la Troma, une firme spécialisée dans les films certes mauvais, mais qui assumaient leur nullité, sorte de nanar revendiqué donc, et avec Carmen Electra dans le rôle principal. Une actrice qui a une magnifique paire d'yeux, quoi, je me seul à regarder ses yeux. Si Carmen Electra n'est pas un mauvais choix pour faire une super-héroïne, elle est assez athlétique et a prouvé qu'elle pouvait tenir des rôles assez physiques. Il y a le souci de son jeu d'actrice qui se limite à danser et à courir sur la plage. Et encore, même ça, il n'y arrive pas toujours. Mais comme je l'ai dit, les films de la Troma sont des nanars assumés. Dans ces conditions, un mauvais jeu d'actrice n'est pas vraiment un souci, c'est même plutôt recommandé. Donc, présenté comme ça, le film avait tout pour être un nanar plus ou moins assumé, fun et divertissant. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, donc ? Eh bien, à peu près tout, justement. Et c'est ce que nous allons voir en regardant The Chosen One, Legend of the Raven. Ikuzo! First of all, I want to introduce myself. I want to let you know this is a Lawrence Lanoff film, and I am Lawrence Lanoff. Enchanté, moi c'est Guillaume. Et oui, j'ai à peine lancé le film et déjà un premier problème. C'est impossible de supprimer le commentaire audio du réalisateur sur le premier chapitre. Et c'est pas uniquement mon lecteur qui déconne, hein, je me suis renseigné, c'est un défaut de série. Ceci dit, c'est pas forcément un mal, le commentaire audio étant nettement plus intéressant que le film lui-même. Épisode 1, spoiler, il n'y a jamais eu d'épisode 2 et vous allez comprendre pourquoi. Un espoir renouvelé. Franchement les gars, passe encore que vous pompiez l'intro de Star Wars, mais appelez votre film L'espoir renouvelé, alors que le premier Star Wars s'appelait Un nouvel espoir. Vous pouvez pas au moins faire semblant d'essayer ? Blablabla, les forces du bien et du mal se fritent, blablabla talisman, blablabla ancienne tribu, blablabla guerrière élue nommée Emma Brave Knight. Emma qui est jouée par Shona Sandlamas, playmate de Playboy, qui doit surtout sa célébrité au fait qu'elle était mariée à Lorenzo Lamas, l'acteur principal de la série Le Rebelle qui cartonnait à l'époque. Et elle va nous aider à considérablement relativiser le jeu d'actrice de Carmen Electra. On la voit récupérer un talisman qu'elle avait caché, un type débarque et... Oui, c'est là qu'on voit le gros souci avec une actrice qui joue mal. Non, je retire. Elle joue pas mal. Jouer mal, ça implique de jouer. Là, je sais pas ce qu'elle fait. Je suppose qu'elle fait quelque chose. Mais elle joue pas. Donc comme elle joue pas, ben on a du mal à comprendre la scène. D'autant plus qu'on sait pas qui c'est ce type. Est-ce que c'est son copain? Est-ce que c'est son ennemi juré? Est-ce que c'est un type qu'elle a jamais vu? On sait pas. Alors, on la voit s'approcher de lui au lieu de s'enfuir, donc on pourrait supposer qu'ils se connaissent. Là, c'est pas très clair, je suppose qu'elle est pas d'accord de se faire tripoter, mais c'est pas très évident. Donc, est-ce que c'est son petit ami? Est-ce qu'ils sont amoureux ou est-ce qu'il la force à être avec elle? Est-ce que c'est un voyou qui a l'intention de la violer? On sait pas.
Bon, alors là, elle s'enfuit, donc ok, on peut en conclure que c'est un méchant, d'accord, on progresse. Ah oui, et si vous vous demandez qui s'habillerait comme ça, bah la réponse est Shona de la masse, justement, parce que c'est elle-même qui avait demandé à s'habiller comme ça. Quoi qu'il en soit, elle a juste le temps de replanquer le collier avant de se faire buter. Ouais, la guerrière élue qui était censée sauver le monde s'est faite buter avant même d'avoir commencé sa carrière. C'est dire si elle était nulle. Arrive la vraie véritable héroïne, sa sœur McKenna, jouée par Carmen Electra, qui retourne dans sa ville natale pour assister aux obsèques d'Emma, mais qui n'a pas l'intention de rester, surtout si c'est pour entendre son père lui sortir ses élucubrations sur les prophéties, les talismans et les guerrières élues, mais il ne lui laisse pas choix vu qu'un de ses hommes lui pique sa voiture. Qu'ils sont taquins, ces Amérindiens. Elle se fait consoler par son ex, Henry, qui est le shérif de la ville, lequel s'est remaqué avec une certaine Nora. McKenna assiste donc aux obsèques d'Emma. Oui. Dis quelque chose. Quand on regarde quelqu'un comme ça, c'est qu'on a quelque chose à lui dire. What happened to Emma, Poppy? Non? Ok. Ah oui, et il y a aussi un subplot avec un tueur en série joué par le réalisateur et qui est un fétichiste des femmes à barbe apparemment. What do you want me to do? Bah, sert au scénario, ce serait déjà un bon début. Ah, c'est fou ce qu'elle est subtile, l'attirance entre les deux. Vous êtes vraiment sûr qu'ils sont plus ensemble? De retour des funérailles de sa sœur, McKenna se soude la gueule, ce qui a probablement aussi été la réaction de Carmen en voyant le film. Emma? Et réveillée par le fantôme d'Emma qui lui demande de la suivre. Ok, plus jamais je bois. Wait. Attendez, l'Indien aussi, c'est un fantôme? Puis ça fait à peine, bon ok, elle veut pas suivre sa sœur, alors c'est moi qui m'y colle. Ah d'accord, c'est soirée cosplay indien d'Amérique, donc. Est-ce que Carmen Electra a pris de la drogue pendant le tournage et ils ont laissé la caméra tourner? Ah d'accord, alors après qu'elle s'est évanouie, ils l'ont foutue à poil et ont juste mis une couverture sur elle pour qu'elle prenne pas froid. Qu'ils sont taquins, ces Amérindiens. Elle est trouvée par Henry qui la ramène chez elle, provoquant ainsi la colère de Nora quand elle voit sa voiture garée devant chez elle. Et elle décide donc, tout naturellement, d'aller rejoindre une bande de voyous qui fabrique une drogue liquide de couleur verte. Verte? That's kryptonite. Non. Quoi qu'il en soit, on appréciera le côté complètement disproportionné de sa réaction, d'autant que je vous rappelle qu'il ne s'est absolument rien passé entre Henry et McKenna, il l'a juste ramené chez elle. Et là, il est tranquillement en train de reprendre son boulot. Crac crac. Ok, là, Nora peut piquer sa crise. D'ailleurs, pourquoi ils ont pas mis la scène où elle pique sa crise après la scène où il baise? Au moins sa réaction aurait été nettement plus compréhensible et légitime. Ah oui, puis on notera aussi que durant cette scène de baise, on ne voit jamais la tête et le corps de Carmen Electra en même temps. Alors soit elle s'entraîne pour incarner Marie-Antoinette au cinéma, soit c'est une doublure. Ah oui, et puis conséquence de sa soirée cosplay, elle ne peut plus retirer son talisman, et elle a aussi un tatouage représentant le talisman sur l'omoplate droite, si je ne me gourre pas parce que je suis délatéralisé. Tatouage qu'avait également sa sœur, mais qu'on ne verra plus du tout ensuite. Oh oh, j'en connais un qui va avoir du mal à expliquer les griffures à la méchante du film. Oui, je spoil un peu, mais Nora est la méchante du film. Même si pour l'instant, c'est plutôt la victime de l'héroïne qui est une salope et du héros qui est un connard. Nora se ressoule la gueule, et quand Henry tente de la ramener à la maison Man Military, elle lui pète la gueule, vite imitée par un voyou local, avec lequel elle baisse devant son mec. Ces deux-là ont de sacrés problèmes de couple. You cuties need some counseling. I'm a trained therapist.
Ta gueule, Harley. Il le ramène ensuite chez McKenna, à qui sa sœur fait un tuto pour lui expliquer qu'elle peut le soigner grâce au pouvoir de l'amour. Mais ce n'est pas son seul pouvoir. She found herself suddenly able to hear at great distances, especially the sounds of evil. Attendez, est-ce que ça veut dire par exemple que si un dealer pète à Brooklyn, elle va l'entendre d'ici? Si c'est le cas, j'espère que son odorat ne fonctionne pas pareil. Elle tombe sur les méchants qui, après lui avoir accidentellement tiré dessus, décident de la buter, se lance à sa poursuite et... la nuit tombe vachement vite dans cette région. C'est encore pire que dans les films de Zen Pictures. Elle tente en vain de les combattre en donnant des coups de pelle dans le vide. Vous êtes sûr que c'est l'héroïne du film? Ah, Toro, Wallé! Mais Nora la bute, ok, pour appliquer le crime passionnel, avant de se faire buter à son tour. Pourquoi? Je sais pas, je suppose qu'en la voyant buter McKenna, il a dû penser que c'était l'ouverture de la chasse à la bécasse. Bon, au moins, il tombe directement dans une tombe, il n'y a plus qu'à reboucher le trou. Il tente de récupérer le collier de McKenna, mais c'est toujours impossible. À moins peut-être de lui couper la tête, mais bon, vu qu'ils ont pas de scie sous la main... Hey, I don't believe in Nora's mystical crap anyway. I don't either. You know, she said she could rule the world with that piece Indian junk. Attendez, Nora voulait le collier pour conquérir le monde? Depuis quand? Wake up, McKenna. Je peux pas, je suis morte. Ah non, tiens. Attendez, ça veut dire que pour obtenir ses pouvoirs et devenir la méga guerrière annoncée par la prophétie, il faut qu'elle meure? Bah dans ce cas-là, pourquoi Emma n'a pas enfilé le collier avant de se faire buter? On a vu que c'était impossible de le retirer. Et comme ça, elle serait devenue la méga guerrière en revenant à la vie après avoir été assassinée. Mais qu'est-ce que c'est que ces guerrières élues qui vont sauver le monde et qui sont complètement incompétentes? The Chosen One, celle qui a été choisie, je sais pas par qui elle a été choisie, mais il est nul comme recruteur. 2 fois qu'il se plante, d'affilée. Quoi qu'il en soit, McKenna a maintenant toute la panoplie de super pouvoirs. The power of acute taste, smell, and vision. The power to change her shape and form. Mais comme il n'y a pas de budget, elle l'utilisera jamais. The power of perfect strength and grace. And finally, the power to transform time and space. Et le pouvoir d'avoir de la spasmophilie, apparemment. Mais Emma lui explique qu'elle doit me démasquer et vaincre le loup, sinon le corbeau choisira une autre guerrière et elle rejoindra sa sœur. Ce serait pas forcément une mauvaise chose, parce que pour l'instant, pour ses choix, il a vraiment pas le nez creux, le corbeau. Bon, vous l'aurez deviné, le loup n'est autre que Nora, qui a été ressuscitée en même temps que McKenna, parce qu'elle se trouvait à côté du collier. Attendez une minute. Emma lui avait dit qu'elle devait chercher le loup avant qu'elle se fasse buter. The wolf will rise this night, and you must have the courage to face your destiny. Elle savait que ça allait se passer, elle savait que Nora allait devenir le loup. Ouh, le mindfuck. Quoi qu'il en soit, c'est l'heure de jouer à bonne origine de super vilain, mauvaise origine de super vilain. Bonne origine de super vilain. Je suis un ancien chimiste qui a quitté son boulot pour devenir comique, qui n'arrive pas à trouver de travail, et qui a besoin d'argent pour sortir ma femme enceinte de la misère. J'accepte donc d'aider un gang à dévaliser mon ancien lieu de travail, et pour cela, ils me font passer pour Red Hood, le chef du gang, qui est en réalité une identité interchangeable entre membres du gang, utilisée pour égarer la police. La veille du casse, mon épouse meurt dans un accident domestique, mais mes complices m'obligent quand même à participer au casse, durant lequel tout tourne mal, ils sont abattus sous mes yeux, et le justicier local m'attaque en me prenant pour le vrai Red Hood. Je réussis à y échapper en me jetant à l'eau, mais c'est pour découvrir ensuite que les produits déversés par l'usine m'ont défiguré. D'avoir vu toute ma vie détruite en une seule journée me fait définitivement perdre la raison, et je deviens le plus terrifiant tueur en série que le monde ait jamais connu. Mauvaise origine de super vilain. Je pique ma crise en m'imaginant que mon mec me trompe avec son ex, et je vais me saouler la gueule avec des voyous qui fabriquent de la drogue, avant de buter ma rivale et de me faire buter par eux, mais d'être ressuscité avec des super pouvoirs. Et de vouloir le collier pour devenir immortel ou conquérir le monde, on sait pas trop. Nora se fait prendre en stop par le tueur en série,
Oui, il y avait un tueur en série dans ce film. Je sais bien qu'on l'avait complètement oublié parce qu'on l'avait vu que dans une seule scène jusqu'à présent, mais il est là. De toute façon, vous pouvez le réoublier, vu que Nora le bute ensuite hors champ. Henry se décide enfin à faire son boulot de shérif et à arrêter le meurtrier de Nora. Bon, je pense plutôt qu'il veut se venger de la raclée qu'il lui a mis, mais c'est le résultat qui compte. Meurtrier qui se fait aussitôt après trucider par Nora dans sa cellule, toujours hors champ. Pendant ce temps, à Veracruz... J'aime trop comment McKenna a l'air d'en avoir marre des jérémiades de sa fantôme de sœur. You used to love me, Mick. When did you get so selfish? They accepted you, not me. Ah, je vois, mademoiselle est jalouse. Vous êtes sûr que c'est l'héroïne du film? On a ensuite droit à une séquence de rêve / flashback totalement inutile, à part pour nous remontrer la doublure de Carmen Electra à poil. Ah, ça c'est un plan qui signifie que ça va chier, ça. Et effectivement, McKenna se décide enfin à mettre ses peintures de guerre et à se confectionner un costume pour aller combattre le crime. Ce serait peut-être temps, on en est déjà aux 2/3 du film, là. Bon, on sent que le costume a surtout été pensé pour son côté sexy, mais d'une certaine manière, le côté moulant est assez judicieux, puisqu'un tel costume ne gêne pas les mouvements, ce qui est quand même pratique pour se battre. Bon, par contre, le dos et les épaules nues, c'est pas tip-top niveau protection. Et je parle pas des talons aiguilles, ça... Franchement, les types qui designent les costumes de super-héroïnes et qui leur mettent des talons aiguilles, il faudrait les obliger à se battre avec des talons aiguilles pour qu'ils comprennent une bonne fois pour toutes que ce n'est pas pratique du tout. Alors, il n'y a qu'à voir dans les films et séries, à chaque fois qu'une super-héroïne doit porter des talons aiguilles, bah ils sont obligés de lui faire porter des bottes normales à chaque fois qu'elle doit se battre ou courir. Enfin, son costume a droit à quelques parties métalliques à pointe qui sont pas une mauvaise idée. Ça sert à la fois de protection et d'arme. Par contre, le collier à pointe et l'espèce de casque tranchant, là, pas sûr que ce soit une bonne idée de se battre avec un casque qui risque de lui trancher une artère à chaque fois qu'elle bougera la tête. Et commence donc sa carrière en s'attaquant à un couple qui dévalise un passant. Ok les gars, allez-y mollo avec le canon à fumée, c'est la toute première apparition de l'héroïne en costume, son tout premier combat, faut surtout pas rater cette scène. Ils l'ont raté. Putain, ils l'ont raté! La scène la plus importante dans un film de super-héros, ils l'ont raté! La scène qui permet de présenter le héros en costume, ses pouvoirs, de le voir pour la première fois en action, et ils l'ont raté! On a juste l'héroïne en gros plan et un combat qui se règle en 3 baffes! Et pourquoi on la voit prendre un fusil juste avant, si c'est pour pas se servir d'un fusil ensuite? Le fusil de Tchekhov, vous connaissez? Elle retrouve ensuite Henry. Interesting outfit you were wearing. You taking up a new profession? Quoi, il est au courant de ses activités super-héroïques? Comment? Depuis quand? Les produits laitiers, des sensations pures. Et en scène de cul gratuite avec doublure évidente. Elle est même encore plus gratuite que la première, qui au moins servait à expliquer pourquoi Nora en voulait à McKenna. Pendant ce temps, à Veracruz... On retrouve les 3 zigotes au -1. I'm tired of Cole and his shit. La vache, ce mec joue aussi mal que Tommy Wiseau. Oh, hi Mark. Oh putain, je suis en train de regarder The Room. Il drague ensuite la plémette Priscilla Taylor, qui part faire une pause pipi, un personnage qui joue un rôle clé dans l'intrigue donc, et ils s'engueulent pour savoir lequel des deux est gay et mate l'autre en cachette. Je vous jure que je n'invente rien. Ils se font ensuite buter par Nora SM, toujours hors champ, parce qu'il faudrait pas que les scènes importantes soient à l'écran quand même, hein. Faut quand même casser tout un tas de scènes inutiles, genre Carmen Electra qui boit du lait, qui baise,
ou qui fait je ne sais quoi, là. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de McKenna, pendant ce temps, mademoiselle fait sa gym, parce qu'elle a le sens des priorités. Elle emmène ensuite Henry au QG des méchants. Trop tard, ma vieille, il n'y a plus aucun méchant à combattre maintenant. How'd you know where this place was? Came here the night they killed me. Non, tu y as jamais été, je m'en souviens. I thought you said they killed Nora. They did. Bah oui, faut suivre quand même. Pendant ce temps, Nora vandalise la maison de McKenna sur une musique totalement décalée. Come on, let's go. Attendez, elle s'est téléportée là ou quoi? Ah non, c'est juste un faux raccord, ok, j'ai rien dit. Comme McKenna n'est pas prête, il lui faut passer une ultime épreuve pour achever sa transformation en élu, mais c'est surtout un prétexte pour caser une nouvelle scène de bondage. De son côté, Nora recrute des alliés, à savoir le couple de voyous que McKenna avait tabassé. I'm looking for a woman. You let me watch and it's on the house. Ok, celle-là, elle est drôle. I want the necklace that will bring me eternal life. C'est pas déjà le cas. Nora recrute aussi des alliés, enfin un allié, et un plan sur des oiseaux qui chient plus tard. Hello, scumbag. Waouh, ça c'est de la catchphrase. De quoi revoir à la hausse le « j'ai un joli cul » de Léona. Quoi qu'il en soit, le film va peut-être enfin avoir un peu d'action maintenant qu'on en est arrivé au combat final, opposant Nora et ses complices à McKenna et Henry. Ok, à McKenna toute seule. Et ensuite, ses acolytes partent à la compta toucher leur chèque. Ouais, on les revoit plus. Et tout. Leur seul rôle, c'était de tirer sur Henry. Alors, déjà, deux choses. Un, pourquoi seulement deux méchants, en plus de Nora? Pourquoi ne pas avoir fait un montage où on aurait vu McKenna affronter plusieurs méchants à la suite? Ça aurait fait une première apparition de super-héroïne efficace. Et ça aurait évité de faire passer l'héroïne pour une fainéante qui considère qu'elle a fini sa journée après avoir tabassé deux clampins. Et surtout, en faisant recruter toute une armée à Nora, on aurait pu avoir une scène où McKenna doit d'abord affronter ses complices avant d'attaquer Nora. Ça aurait été une très bonne stratégie de la part de la méchante, qui lui aurait permis d'épuiser l'héroïne pendant qu'elle restait fraîche et dispo. Mais bon, pour ça, il aurait fallu que le scénariste se creuse un peu le Gulliver, et c'était beaucoup trop lui demander, vu qu'il est apparemment aussi feignant que son héroïne. Comment ça, elle a tué Emma? Quand? Comment? Pourquoi? C'était pas plutôt l'autre con qui l'avait tué? Elle dit ça juste pour la mettre en colère? Ou est-ce que c'est elle qui avait commandité le meurtre? Parce qu'elle voulait déjà le collier? Est-ce que ce serait trop demandé d'avoir un minimum d'explications dans ce film? Nora essaie de pousser McKenna à la tuer pour qu'elle renonce à son pouvoir et à son collier. Donc elle compte mourir pour récupérer le collier qu'elle pourra pas utiliser parce qu'elle sera morte. Niais. Et d'ailleurs, je vois pas trop en quoi ce serait une mauvaise chose que Nora récupère les pouvoirs de McKenna. Depuis le début, elle fait un meilleur boulot de super-héroïne qu'elle. Non, sérieux. Elle a buté le tueur en série, et elle a buté ses meurtriers. Pendant que McKenna, elle a tabassé deux voyous qu'elle a ensuite laissé continuer leurs activités, hein, rien à foutre. Et elle a baisé avec Henry. Ce qui, accessoirement, a entraîné la création de sa némésis. Parce que je vous rappelle que la méchante principale du film existe uniquement parce que les deux héros ne sont pas foutus de contrôler leurs hormones à leur âge. McKenna recalled her training and drew upon her most formidable power, the power to transform time and space. Ok, et à part changer de décor, ça sert à quelque chose ce pouvoir? Ah oui, vous constaterez que McKenna n'a plus ses protections métalliques. Eh bien, il y a une explication très simple à ça. Le réalisateur avait peur que les actrices se blessent en tournant la scène de combat finale. C'est pas une blague. C'est dans les commentaires audio. On en est donc enfin au combat final entre l'héroïne et la méchante. Un catfight. Un combat entre une super-héroïne et une super-vilaine. Le genre de truc qu'il est impossible de rater, en principe. N'est-ce pas? Eh ben, ils l'ont quand même raté. Comment?
C'est très simple. Elle se tape dessus à tour de rôle! Je déconne pas, Nora fout des baffes à McKenna qui se défend pas, puis McKenna fout des beignes à Nora qui se défend pas, puis Nora tabasse McKenna qui se défend pas, puis McKenna cogne Nora qui se défend pas, et là, on a la preuve formelle que McKenna est conne. Car après avoir mis quelques beignes à Nora, alors que Nora est toujours consciente, pas vaincue ni rien, elle lui balance pas le coup de grâce, elle la neutralise pas, elle la ligote pas, elle l'emmène pas en tôle. Non, elle se barre. On a même droit à un gros plan sur son cul, afin d'empêcher le spectateur de réaliser à quel point c'est complètement con. Vous savez, genre, qu'est-ce qu'elle attend pour la butte? Oh putain, quel cul! De quoi je parlais déjà? Et arrive ce qui doit arriver, Nora ramasse un tuyau de métal qui traînait dans le coin, et tabasse McKenna avec. Je suis même surpris qu'ils aient pas retiré ensuite le tuyau pour pas qu'elle se blesse, tiens. Et bien sûr, suivant la logique que suit ce combat depuis le début, c'est ensuite au tour de McKenna d'attaquer et de neutraliser Nora. Ce qu'elle aurait dû faire tout à l'heure. Ça lui aurait évité de se faire attendrir à coup de tuyau de plomb. Tiens d'ailleurs, vous remarquerez qu'elle lâche le tuyau de plomb, et quand McKenna l'a fait tomber, elle a à nouveau le tuyau de plomb en main. Reste cependant à savoir comment elle va faire pour vaincre Nora, parce que on avait établi tout à l'heure qu'elle ne pouvait pas la tuer sans renoncer à son pouvoir, donc... Hein? The circle is complete. You are the chosen one. That was an illogical conclusion. Ok, ils sont tombés, il n'y a aucune logique dans ce film. À ce point-là, je serais pas surpris de découvrir que chaque page du script a été écrite par un auteur différent. C'est pas con, ça expliquerait tout en fait. Et le film se termine alors que McKenna et Henry, remis de ses blessures, se préparent pour d'autres aventures. I do not think she will have to wait for very long. 23 ans plus tard, elle attend toujours. Korede Oharida, c'était donc chiant. Mais chiant! L'équivalent du stock total de dragées et Fuka de la pharmacie la plus proche. Il ne se passe pratiquement rien pendant tout le film, et l'histoire est à la fois trop simple et incompréhensible. Tandis que les deux héros sont des branleurs et des branquignoles qui laissent la méchante faire tout le travail à leur place. Le pire, c'est que le scénario passe son temps à nous lancer des pistes intéressantes, mais qui ne sont pas du tout exploitées. Du vrai trollage. On débute le film par une affaire de meurtre qui ne sera jamais résolue. À la fin, on ne sait toujours pas qui a tué Emma ni pourquoi. C'est juste l'élément déclencheur du film, ça aurait été sympa de le résoudre à la fin. C'est quoi votre excuse? Il y a une drogue de couleur verte, elle sert à rien. On nous lance une piste avec un tueur en série, on le voit dans 2 scènes à tout casser, et son sort est réglé hors champ. On a une histoire de vengeance, là aussi, c'est réglé hors champ. La méchante recrute des soldats pour aider à combattre l'héroïne, et ils servent à rien. Enfin si, il y en a une qui tire sur un personnage qui est tout aussi inutile. Donc, ça s'équilibre. Vous comprenez pourquoi je dis que ce film est pire que Catwoman? Le scénario de Catwoman a beau être complètement con, au moins il y a un scénario. Un scénario compréhensible avec un début, un milieu, une fin, et dont les événements s'enchaînent de manière relativement fluide et logique. Au moins dans Catwoman, l'héroïne et la méchante échangent des coups pendant le combat final. Au moins dans Catwoman, l'héroïne agit au lieu d'attendre le dernier moment pour se réveiller. Au moins, les pistes lancées dans Catwoman sont résolues à la fin. Au moins, dans Catwoman, le costume a l'air d'être pensé sous une tondeuse à gazon. Ok, un point pour votre Chosen One. Contre 5,271,009,010. Pour Catwoman. La seule chose qu'on peut sauver de ce désastre, c'est l'actrice Debra Xavier, qui prend clairement son pied à jouer la méchante, faisant d'elle la seule actrice principale du film à réellement mériter l'appellation d'actrice. Alors que c'est le 2e et dernier rôle de sa filmo. Va comprendre, Charles. Bref, si vous voulez voir une version féminine de The Crow, lisez The Crow Flesh and Blood, ou regardez les 2 épisodes de la série des années 90 dans lesquels apparaît Anna Foster. Bordel de merde, même Zen Pictures a fait une meilleure version féminine de The Crow que ce film. Et si c'est Carmen Electra en tenue sexy que vous voulez voir, regardez la saison 8 d'Alerte à Malibu. Même ça, c'était mieux écrit, et au moins ça pouvait être vu comme un plaisir coupable. Parce que votre Chosen One, non seulement vous en retirez aucun plaisir, mais en plus vous demandez de quoi vous pouvez bien être coupable pour avoir mérité ça. Bref, à moins d'être des fans vraiment complétistes de Carmen Electra ou de la Trauma, ou d'être masochiste, c'est votre droit, le seul conseil que je peux vous donner concernant ce film, c'est...
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la pouce vérisée et éventuellement à soutenir la chaîne par un don sur mon compte Tipeee ou gratuitement en regardant une vidéo grâce à leur fonction Tipeee. Et je vous invite à retrouver mes critiques de bande dessinée sur Casse Critique, où je parle des 2 premiers volumes de Miss Marvel Epic Collection, consacrés aux premiers exploits de Carol Danvers, la future Captain Marvel. Et mes critiques de séries sur Tokuona, où j'ai ajouté une note détaillée aux aventures de la vengeuse allouée Uramiya Honpo, et un dossier sur la première saison d'Acapulco Hit, Agence Acapulco en VF, une sorte de mélange entre Alerte à Malibu et Mission Impossible, mettant en scène une organisation antiterroriste dont la couverture est celle de mannequins pour des maillots de bain. Pourquoi pas? Yeah, stuff's happening today that would make poor old 007 twist in his grave. Johnny! Ah oui, vous aurez remarqué que McKenna n'a plus ses protections mécaniques. Métalliques.